Ah, zéro chance, que du travail. En fait, tu peux dire qu'on a 750 grammes, on a réussi, qu'on a eu de la chance. Alors oui, effectivement, on a eu de la chance, on est parti au bon moment. Donc 5-6 ans après, c'était trop tard. Donc ça, c'est vrai. Il faut jamais oublier les 6 années qu'on a passé à travailler gratuitement tous les week-ends. Il faut jamais oublier tout ce qu'on a travaillé, quoi. Donc je pense qu'il y a que le travail. Et puis quand tu es dans des positions de travail, de gros travail, forcément, tu as des opportunités, tu as plus d'opportunités. Je sais que réussir au final, c'est compliqué. Hein. C'est un tout qui fait que globalement, tu as une vie sympa et à peu près heureuse. Quoi. Mais après, dans tout parcours de vie, t'as des accidents, t'as des échecs, etc. Ça va être hyper formateur. Même si je chute, ce que j'ai appris en 4 ans depuis que j'ai ouvert des restaurants, c'est extraordinaire. Et en fait, parfois, il faut accepter de tomber pour pouvoir après se dire, bon, ok, je suis là, et maintenant je vais me reconstruire et redémarrer, quoi. Quand t'as la passion, tu peux survivre à beaucoup de choses. Je suis Charlotte Desrosiers-Natral et je suis heureuse de vous accueillir sur Pourquoi pas moi. On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Écoutez ces témoignages sans coupe qui permettent de décrypter ce qui se passe concrètement entre le moment où on se dit dans sa tête « Pourquoi pas moi ?», au moment où on rend tout cela possible. Pourquoi pas moi ? Le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Quand nous avions programmé l'interview avec Damien Duquesne, alias Chef Damien, nul doute que nous allions parler des coulisses de sa réussite. Mais l'accumulation des manifestations des Gilets jaunes, des grèves et désormais avec la crise sanitaire, vous l'imaginez aisément, en tant que restaurateur, cette période est plus que compliquée. D'ailleurs, nous vous proposerons un nouvel épisode dans quelques mois pour savoir comment Chef Damien a traversé tout cela. Je serai très heureuse de poser vos questions, alors restons connectés, suivez-moi sur LinkedIn ou Instagram. Et si à la suite de l'écoute de cet épisode, vous avez déjà des questions à poser à Chef Damien, envoyez-les-moi à pourquoipasmoi.co@gmail.com ou sinon, rendez-vous sur le site web pourquoipasmoi.co. N'oubliez pas que j'ai toujours besoin de vous pour me faire connaître, pour faire connaître le podcast et surtout pour permettre au plus grand nombre d'écouter leur petite voix. Comment ? En me laissant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et à vous abonner sur votre plateforme préférée. Revenons-en à Damien qui a un parcours assez exceptionnel. Parce qu'il voulait voyager et être le plus rapidement autonome, il a fait des études d'hôtellerie et s'est formé à la cuisine. Sans aucune passion sur le sujet au départ, Damien était un goinfre, comme il dit. Damien a commencé en tant que cuisinier, est devenu professeur, a cofondé avec son frère le célèbre site 750 grammes et est également restaurateur. Aujourd'hui, la cuisine, c'est son ADN, c'est sa passion. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Damien Duquesne. Bonjour Damien. Ça va ? Ça va et toi ? Très bien. Alors, ce que je te propose, c'est de commencer par nous présenter l'objet que tu as choisi. Alors l'objet que j'ai choisi, c'est une râpe toute bête, c'est une râpe américaine, ça s'appelle la râpe microplane. Donc c'est une râpe de haute précision. Et en fait, j'adore cet objet parce que déjà dans la main, il tient super bien. Enfin, c'est facile à prendre. Il peut être coloré, il peut être orange, Pepsi, il peut être vert flashy, quoi. Et donc cette râpe, elle me permet de faire plein de choses en fait dans la cuisine et je peux pas m'en passer. Donc je peux à la fois râper finement. Mais après, je peux aussi rentrer dans les aliments, c'est-à-dire que comme elle est à la fois, elle est très fine et à la fois elle peut être aussi très rustique. Donc j'aime bien ce côté, elle est très élégante, l'objet est élégant, et à la fois on peut faire des choses très très fines et puis on peut faire des choses très très rustiques. Donc ça c'est cool. Donc je peux râper de l'ail, du gingembre, de la muscade. C'est génial, j'adore. Est-ce que c'est un peu une métaphore de toi ? Ouais, peut-être. Ouais, peut-être. Ouais. Je suis un peu brut comme ça, mais ça m'arrive d'être fin. Ouais. Est-ce que, avant qu'on parle de ta vie de maintenant, est-ce que tu pourrais nous raconter qui était le petit Damien, où est-ce que tu es né, où est-ce que tu as grandi ? Alors moi, je suis né à Madagascar parce que mon papa et ma maman ils vivaient à Madagascar et ils ont vécu longtemps. Ils ont vécu à peu près 30 ans. Et puis tous mes frères, on est tous. Vous êtes combien de frères ? 5 garçons. D'accord. Donc bravo maman. Ouais, elle a bossé. Hein. Et en 73, on nous a fichus dehors. Il fallait qu'on parte parce que il y avait une révolution à Madagascar. Puis on est arrivé dans le sud-ouest. T'avais quel âge du coup, toi ? J'avais 5 ans. D'accord. Ouais. Et alors du coup, on a ramené cette culture malgache entre guillemets. On a toujours cette mythologie malgache à la maison. Et mon père avait ramené des graines qui s'appellent les brèdes,
que depuis 50 ans, il sème dans son jardin. Et ça, c'est un peu le lien de la famille. Et quand ma maman veut nous faire plaisir, bon, elle n'est pas toute jeune, hein, quand elle veut nous faire plaisir, elle nous fait un roumazave. C'est le plat, c'est une sorte de pot-au-feu malgache avec ses breads que mon père a ramené il y a 50 ans. Et ils font quoi tes parents comme métier? Enfin, ils faisaient quoi? Peut-être. Alors, ma mère était prof d'art plastique. Donc ça, c'est super important. Elle a pas beaucoup exercé puisqu'après, elle s'occupait des enfants. Et mon père, il était un peu paysan, chef de coopérative. Enfin, il a fait plein de trucs, mais autour de la terre. Quoi. Ouais, autour de la gastronomie indirectement. Non, pas vraiment de la gastronomie. Non, c'est plutôt de la chimie. En fait, ils vendaient de la chimie. Tu sais, c'était la grande époque où on vendait plein de produits phytosanitaires. Il y avait Bayer, Monsanto, toutes ces choses-là. Quoi. Oui, je vois. On n'en parle plus trop maintenant. Ouais. Non, c'est ça. Ouais, c'est un peu péché. Ouais. Et t'étais quel type de petit garçon? Et moi, je crois que j'étais hyperactif, vraiment. Et je m'ennuyais énormément à l'école. Donc, en gros, je me suis fait virer de toutes les écoles où j'étais. Je crois que j'ai redoublé la 6e, la 3e. Et puis, voilà, je m'ennuyais. C'était quoi? Qu'est-ce qui te passionnait, qui t'animait? Ben, je sais pas. Pas grand-chose, en fait. La lecture, les arts un petit peu, mais... Surtout, c'était très 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 long. Une journée d'école, c'était horrible. Ouais. Et quand t'avais 6 ans, tu te disais qu'est-ce que j'aimerais faire comme métier? Franchement, j'ai aucun souvenir. T'as aucun souvenir. C'est juste à l'adolescence, quand j'étais en 3e, je dis qu'est-ce que je peux faire pour me barrer de chez moi, pour voyager et gagner vite de l'argent et gagner mon indépendance et puis surtout être actif. Et donc je sais pas pourquoi. Franchement, je me rappelle plus. J'ai vu l'hôtellerie-restauration. Donc je suis rentré au lycée hôtelier de Talence. Et là, j'étais toujours aussi mauvais en cours et je m'ennuyais toujours autant en cours. Mais par contre, tous les week-ends, je travaillais. Je faisais des extras, j'allais sur le bassin d'Arcachon. Enfin, c'est juste super. Donc, j'ai gagné un petit peu d'argent. Je faisais le kéké avec mes copines de l'époque et tout ça. Donc ça, c'était cool. Et au départ, c'était vraiment pour faire quelque chose de mes mains, enfin, d'être actif, quoi. C'était insupportable pour moi de rester sur une chaise. Et j'ai trouvé après ma voie puisque j'ai rencontré une chef qui m'a vraiment initié à la cuisine. C'était qui? Alors elle s'appelle Aline Roch. C'était une autodidacte et j'avais fait plein de chefs étoilés, plein de trucs comme ça là. Et c'était un petit restaurant régional qui s'appelait La Fontine. Et elle était sociologue de formation et son mari était géologue. Donc tu vois, géologue et musicien. Ouais. Donc, musicien qui avait joué avec des grandes chanteuses françaises de l'époque, Hélène Martin et tout ça, qui faisait du jazz, des clarinettes, etc. Donc c'est des intellos. Et en fait, Aline, je vais la voir bientôt, donc je suis trop content, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et en fait, elle m'a totalement construit, en fait, parce que j'étais un peu éparpillé, un peu... Il fallait canaliser ton énergie. Et en fait, elle m'a reposé, elle m'a dit, attends, tac, elle m'a reposé, elle a redonné du sens beaucoup à ce que je faisais, parce que dans les écoles hôtelières, à l'époque, on gaspillait beaucoup. D'accord. C'était vraiment une catastrophe de gaspillage, de choses inutiles. Et elle faisait une cuisine un peu ménagère, un peu écolo à l'époque. Ce qui était hyper précurseur, parce que même si tu es jeune, ça date un petit peu. Ah ouais, je parle de ça il y a 30 ans, quoi. Ouais. Et elle était très écolo, très sur nos gaspillages, etc. La cuisine un peu de maman, quoi. Et c'était fabuleux, c'est juste fabuleux, quoi. Elle m'a tout appris, quoi. J'ai eu beau aller faire des stages dans des très très grands restos, etc. Après, tout ce que je voyais, ça avait pas de sens, quoi. C'était nul. Ouais. Alors on pouvait avoir des étoiles, mais c'était, j'ai fait des 2 étoiles, etc. Mais il y avait pas de sens. C'était, ça m'intéressait pas en fait. Et aujourd'hui, en fait, j'essaye de faire un truc qui a du sens, qui est pour les gens, qui est simple et surtout pas tape à l'œil, surtout pas tapageur. Enfin, le truc bling bling, ça ne m'intéresse pas du tout, quoi. Ouais, c'est pas les étoiles, c'est pas son sujet. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est la convivialité avec du sens. Ouais, puis aussi, c'est aussi faire à manger à un grand nombre de personnes sans que ça. Pourquoi? Parce qu'on est dans les classes moyennes. Pourquoi on serait obligé de mal manger, quoi? Pourquoi on serait obligé de manger des plats surgelés et de la poudre industrielle, quoi? Pourquoi on n'aurait pas le droit de manger une soupe toute simple, une vraie blanquette de veau et puis une petite pomme tatin à la fin, quoi? C'est anormal, quoi. On est d'accord. Hein. Ouais. Et après donc tes études, t'as été donc du coup dans des restaurants traditionnels. Oui. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es mis à devenir professeur?
Alors en de fait, cuisiner. c'est un peu les hasards de la vie. C'est-à-dire que moi, je ne me voyais pas du tout prof. Je travaillais énormément. Je travaillais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et un jour, il y a un copain d'enfance qui était devenu prof, qui s'appelle Franck, qui m'a dit, Damien, tu devrais tenter le concours de prof. Mais alors, j'ai rigolé au nez. Je lui ai dit, non, mais c'est pas possible. Moi prof. Et puis les hasards de la vie ont fait que ma future femme, elle était prof. Elle allait devenir prof Prof de quoi? de français, de prof de français. Et donc je me suis dit, bon, écoute, on va tenter le concours. Et malheureusement, je l'ai eu. Pourquoi malheureusement? Non, parce que j'étais pas programmé pour. Et puis, donc, je suis devenu prof, comme ça, par hasard, sans le vouloir, sans faire d'efforts, etc. Et j'étais pas très bien placé au concours. Hein, j'étais dans les derniers, comme d'hab. Et ça, c'est quelque chose que tu vivais mal d'être toujours Pas dernier? du tout. Ouais. Non, pas du tout. Non, c'était juste que j'étais pas scolaire, quoi. Non, je l'assumais, etc. Mais j'ai même été surpris d'avoir le concours de prof. Et après, je suis devenu prof et j'ai énormément appris, en fait. Parce qu'en fait, je me suis aperçu que j'étais pas bon en cuisine. Donc, j'ai continué à me former, à faire des stages. Pas bon en cuisine, c'est-à-dire? Mais non, mais quand t'as 27 ou 28 ans, que tu deviens prof, t'es pas un ouvrier fini. Donc, Il y a encore beaucoup de techniques à apprendre. C'est ça. Et donc, pendant des années, je suis allé en stage, voir les choses, continuer à me former, etc. Et ça, je pense que tout le monde ne le fait pas, ça, j'imagine. Ouais, non, j'étais un peu... T'étais un peu perfectionniste, ouais. un peu avant-gardiste. Ouais, j'avais vraiment envie de continuer à progresser, de devenir de mieux en mieux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis un ouvrier moyen. Je suis moyen en cuisine, moyen en pâtisserie, mais je suis un peu complet. Tu sais, un prof, c'est pas... C'est ça, je suis un généraliste, voilà. Ouais, je suis pas un spécialiste, voilà. Donc, je serais pas capable de faire des opérations d'ORL, mais... je sais à peu près tout faire. Je suis un bon médecin généraliste. Voilà. Bon, c'est déjà pas mal. Hein. Ouais, en effet. Voilà. Et du coup, bien évidemment, par rapport à un pâtissier, par rapport à un chocolatier, etc. T'as pas la technique. Non, ils sont meilleurs que moi. Ils sont tous meilleurs que moi, sans problème. Mais c'est pas grave. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, t'étais prof, donc et il y a ton frère qui avait monté un site web. Ouais. Alors Jean-Baptiste, il avait monté un site web parce que Jean-Baptiste est amoureux du vin. Ouais. Donc, il avait créé un site qui s'appelle 75centilitres.com. Ça, c'était en quelle année? Oula, en 86. D'accord. Non, en 90, bref. Ouais. Et du coup, Jean-Baptiste... Peut-être un peu plus tard, parce qu'en 90, je sais pas s'il y avait Internet. Non, bon, ouais. Allez, 96. Ouais, plutôt 96, t'as raison. Donc, plutôt 96. Et il crée un site de vin, puisqu'il est absolument amoureux du vin, c'est sa passion, etc. Il a fait une école de commerce. Puis un jour, il me dit, Damien, donne-moi des recettes. Puis moi, je suis un grand visionnaire. Je lui dis, mais non, les recettes sur Internet, nous, les chefs, on les donne pas. Puis il insiste. Puis je dis, écoute, ça marchera jamais, les recettes sur Internet. Grand visionnaire du web, moi. Puis je finis par lui donner quelques recettes un peu compliquées, un peu de recettes de chef, un peu techniques. Et puis il les met sur son site et il s'aperçoit qu'en fait, il y a beaucoup plus de consultations de recettes. Les Français sont beaucoup plus intéressés par la recette de la pâte à crêpes que le cépage du Bordelais. Donc, il a la bonne idée de prendre 75 centilitres, le contenant, égale 750 grammes. Ouais. Donc, on passe du centilitre au gramme, on passe du vin à la cuisine. Et puis, il a plusieurs boulots. Mon frère, il est un petit peu hyperactif aussi, mais un peu plus organisé que moi. C'est ton grand frère ou ton petit frère? C'est mon petit frère. Et du coup, lui, il structure le truc. Et puis, 1 an ou 2 après, je le rejoins avec Christophe. On est 2. Et on le rejoint en lui disant, Jean-Baptiste, t'es bien gentil, mais t'as beau être intelligent, t'es pas cuisinier, donc on va t'aider. Christophe, qui est-ce? Alors, chef Christophe, c'est un prof. D'accord. On s'est rencontrés dans mon premier lycée. Puis on est devenus super amis et on est les 2 chefs du site 750 grammes aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, donc sur ta blouse, il y a écrit Chef Damien. Oui. Tout le monde t'appelle Chef Damien ou on t'appelle Damien? Bon, je préfère qu'on m'appelle Damien, mais Chef Damien, c'est un peu un nom de code. Parce qu'à l'époque, il y avait un chef qui sévissait sur Internet qui s'appelait Simon, Chef Simon, qui est prof aussi à Lille, qui est un mec super, quelqu'un que j'apprécie beaucoup. On a déjà consulté ses recettes pour ça. Ouais, puis c'est un prof, c'est technique ce qu'il fait. Voilà, c'est un mec, il est un peu rock en plus, il est un peu rocker et tout, mais c'est un mec super, hyper intéressant. Et donc, il y avait Chef Simon, je lui ai dit, tiens, moi je vais appeler Chef Damien. Pourquoi pas moi? Donc, je lui ai piqué son nom, son idée. Et en fait, ce côté chef, mais sympa, le côté chef, mais abordable. Mmh. Et en fait, on a un petit peu popularisé la cuisine. On a essayé de la vulgariser dans le bon sens du terme. Et moi, j'ai fait, par exemple, 2000 vidéos de cuisine où on a essayé de populariser les choses et de donner des choses intéressantes à tout le monde.
D'accord. Et donc là, vous avez commencé à faire des vidéos, le site a cartonné. On a progressé gentiment, puis un jour on s'est retrouvé numéro 2 du marché derrière le célèbre site Marmiton. Ouais. Et puis là, ça a commencé à travailler sympa. Ouais. Et là, du coup, tu étais à temps plein sur le site? Non, pas du tout. Non, jamais. T'as toujours été encore prof plus. Ouais, je suis pas un homme de temps plein en fait. Ouais. Je pourrais pas faire qu'un métier en fait. Ça, c'est intéressant parce qu'en fait, souvent, on dit. Pourquoi tu te cantonnes pas à un métier? Mais en fait, il y a des gens comme toi, et enfin moi j'en fais partie aussi. Ouais. Faire qu'une seule chose, ça m'étouffe en fait. Enfin, la première fois que j'ai signé mon premier CDI, il y avait écrit, en gros, on s'engage à ne faire que ce travail-là. Ouais. Et je me suis sentie oppressée. Je me suis dit, mais moi, j'ai pas envie forcément de faire qu'un travail. Bon, alors finalement, j'ai fait qu'un travail, mais là aujourd'hui, je me dis, mais pourquoi avoir qu'un travail en fait? Alors moi, je pense que j'ai 5-6 métiers. Ouais. Qui sont lesquels? Mais autour de ma passion qui est la cuisine. Ouais. Bah, si tu veux, par exemple, j'écris des livres de cuisine. Ouais. Donc je suis auteur, modestement. Hein, je suis pas un écrivain, bien sûr. Je suis restaurateur parce que j'ai des restaurants. Je suis professeur de cuisine. Ouais. Toujours? Oui, tout à fait. Le vendredi. D'accord. Le vendredi, c'est professeur de cuisine. Je reviens simple prof, quoi. En Damien, simple prof. J'adore. J'ai des étudiants qui ont 20 ans. C'est juste du bonheur pur. Et puis, je suis consultant aussi pour des marques de l'agroalimentaire ou par exemple pour des gens qui font des sauces. Je suis un peu leur goût, si tu veux. Et puis, je suis aussi animateur de concours. Okay. Donc, j'anime des très gros concours de cuisine, particulièrement dans le monde de la charcuterie, devant 3000 personnes. Je fais un show en expliquant comment ça se passe avec un conducteur, avec une remise des prix des conducteurs. Enfin, voilà. Donc, pourquoi la charcuterie? Parce que c'est trouvé comme ça que les charcutiers cherchaient un animateur et je leur corresponds. Donc ça fait 5-6 ans que j'anime tous les concours de la charcuterie française, charcutier traiteur, donc la Coupe du Monde. Quand on va chez son charcutier, on voit des médailles. C'est ça, ouais. C'est ça. Bah oui, tout ce qui ramène à tout le long de leur vie, donc du meilleur apprenti de France au meilleur ouvrier de France. Et puis aussi j'anime aussi la fête de la truffe à Sarlat. Enfin tu vois, je m'interdis rien de ce qui reste dans mon domaine. Enfin, mon ADN, c'est la cuisine, mais je peux aller très très loin dans la cuisine, quoi. Ouais. Parce que ce qui est chouette, c'est que c'est un univers qui est tellement large que tu peux aller loin. Ouais. Et après, c'est pareil. Les voyages, quoi. Avec la cuisine, j'ai voyagé. Je fais presque le tour du monde. Enfin, c'est juste fabuleux. J'ai fait des semaines gastronomiques dans le monde entier. Enfin, c'est juste incroyable. Ouais. Un jour, tu as eu une idée de lancer un salon des blogs culinaires. Oui. Comment elle t'est venue cette idée? Bah en fait, j'étais allé draguer un peu la blogosphère quand j'ai commencé chez 750 grammes. Et j'avais dit à mon frère, il y a des blogueurs qui sont là, et j'aimerais bien les connaître. Donc j'ai commencé à faire des petites interviews de blogueurs, les plus connus, les Pascal Wix, les Anne Papy, les Mercotte, etc. J'ai fait des interviews pour dire, tu sais quoi, qui vous êtes, etc. En fait, c'était aussi une façon de rentrer en contact avec eux. Et puis une fois qu'on est rentré dans ça, je me suis dit, mais en fait, c'est des gens super et qui font des choses incroyables. J'étais un peu jaloux. Il y en a qui savaient faire comme Mercotte, des macarons à merveille. Il y en a qui faisaient de la cuisine indienne, etc. Et comme j'avais mon lycée hôtelier, je me suis dit, un week-end, on va les réunir et on va cuisiner ensemble. Donc au début, la première année, c'était une édition très très modeste. Il y a des Belges qui ont débarqué. C'était à Soissons? Ouais, à Soissons. On était une vingtaine ou une trentaine. On a fait un truc très très modeste. Puis après, ça a pris de l'ampleur. Et on a fait 8 éditions du Salon du Blog, jusqu'à 300 blogueurs qui venaient. Et en fait, l'idée, c'était aussi de leur dire, vous avez du talent, vous avez une culture, vous avez des cultures, des ethnies, enfin voilà, des savoirs que je sais pas, que je connais pas. Et donc, j'aimerais bien vous voir cuisiner. Et donc, ils faisaient une démo qui durait une demi-heure et on le faisait jusqu'à 120 démos dans un week-end. Génial. C'est fabuleux. Et tu venais pas du tout de l'univers de l'événementiel. Non. Comment tu t'es dit, comment t'as mis en place ton idée? Parce que on s'improvise pas dans l'événementiel et encore que pourquoi pas. Ouais, mais recevoir le premier, je parle du premier salon, recevoir 60 personnes, organiser des postes de démo, etc. C'est assez simple. C'est pour moi, c'est assez simple. C'est un peu l'univers de la cuisine, quoi, en fait. C'est est-ce qu'on a les marchandises? Oui, ok, on a les marchandises, on va cuisiner, voilà. Ça, c'était bien. Et puis très très vite, j'étais débordé. Ouais. Parce que je suis très très mauvais organisateur. Et j'ai eu des gens fabuleux comme Anne-Charlotte, Vincent, Julien, qui sont soit des gens de 750 grammes, soit des gens du lycée hôtelier, qui ont pris en main les choses. D'accord. Et qui ont tout géré à ma place, quoi. Okay. Ouais, moi, je faisais après un petit peu de showbiz, mais heureusement que j'avais ces gens pour faire à ma place, quoi.
grâce à la structure, les deux structures pour lesquelles tu bossais. Mais vraiment, c'est eux qui avaient le talent, quoi. Moi, j'ai le talent d'initier les choses. Puis après, dans la gestion, je suis moins bon. Ouais. Je suis vraiment moins bon. Chacun son job. Ouais. Le site 750 grammes a tellement cartonné que finalement il a été vendu à Webedia. Oui. C'était quand, tu te rappelles? C'était il y a 4 ans. D'accord. 4 ans, ouais. Et comment vous l'avez vécu avec Jean-Baptiste? Très bien. Ouais. Très bien. Non, parce qu'en fait on est arrivé à une taille un peu critique. C'est Jean-Baptiste qui a piloté tout ça, bien évidemment. On avait ouvert des sites à l'étranger. On avait racheté un site qui s'appelait Confidentiel. Et on l'a super bien vécu parce que c'était le moment. On voyait bien qu'on était des artisans, on était un peu les Astérix et Obélix de l'internet, et qu'il y avait des gros acteurs du marché qui arrivaient et que petit à petit on allait perdre en efficacité, en référencement. Et on a eu cette opportunité très chouette du groupe Webedia qui a été nickel. Tout s'est bien passé, quoi. Ouais. Donc on pouvait pas dire non. Puis ça nous allait. Jean-Baptiste est resté consultant pendant 3 ans. D'accord. Et moi je suis encore consultant. C'est ce que j'ai vu encore sur Instagram. C'est ça. Donc voilà, donc tout va bien. C'est des gens sympas. C'est des gens qui sont efficace, c'est clair, c'est net, donc c'est parfait, quoi. C'est la belle histoire. Puis il y a beaucoup de gentillesse, enfin voilà, ça reste vraiment un truc sympa. Ouais, c'est important. Ouais, c'est important. C'est essentiel. Et donc à quel moment tu t'es dit je vais ouvrir mon restaurant? Ben là justement, c'est là quand on a vendu, j'avais un petit peu d'argent, j'ai dit tiens, je vais ouvrir un restaurant. Et là on a ouvert le restaurant avec toute une j'ai vraiment j'avais beaucoup de temps à l'époque parce que j'étais un peu pas désœuvré, mais j'ai consacré énormément d'énergie à ce restaurant et ça a très très bien fonctionné. Ouais. Le début, j'ai lu que tu avais lancé ça de façon un peu originale en mode ça va être les recettes préférées des Français. Tu avais fait voter, enfin tu avais pris les meilleures recettes de 750 grammes. L'idée était là au départ, c'était de dire on a un site populaire, on va en faire de la cuisine populaire. Alors on l'a fait mais ça, on n'est peut-être pas allé au bout de l'idée. On avait fait une opération qui s'appelait le Grand Rodage aussi. Ouais. J'avais dit, écoutez, moi, ouvrir un restaurant, on n'est jamais parfait. Donc, le menu entrée plat dessert, c'est 24. On vous offre soit l'entrée, soit le dessert. Venez tester notre restaurant. Donc, c'était un joli succès à l'ouverture, surtout dans le 15e arrondissement, qui est pas un quartier très fashion, etc. Ouais. Et puis après, très vite, on en a ouvert d'autres. Et voilà. En franchise ou en... Non, en propre. Donc, aujourd'hui, on en a 4. On est peut-être allé un peu vite, mais surtout compte tenu de la crise actuelle. Ouais, on est en plein pic du coronavirus. Là, c'est un peu dur. Là. Ouais. Là, c'est un peu dur, mais on va voir. Ouais, il faut garder espoir. Exactement. Ouais. C'est plus que de l'espoir. Ouais. C'est de la foi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et est-ce que quand tu as ouvert ton restaurant, tu as eu des peurs, des inquiétudes, des doutes? C'était un rêve que tu avais depuis longtemps? Je sais pas si c'était un rêve. En fait, c'était mon nouveau... En fait, j'avais testé plein de trucs, comme je suis un peu hyperactif, je me suis dit tiens, faut que tu testes un restaurant. C'est pas vraiment un rêve parce que je savais que ça allait être compliqué, c'est toujours compliqué d'ouvrir un restaurant. Je me suis dit tiens, t'as un peu d'argent, vas-y, fais-toi plaisir et fais un truc. Ouais. Donc on l'a fait, quoi, c'est cool. Au début, les personnes partaient avec une petite carte avec un QR code avec la vidéo. Les recettes, ça, vous le faites plus aujourd'hui? Non, parce que en fait, j'étais un peu débordé avec plusieurs restaurants. Mais là, on va se recentrer et j'aimerais bien que les gens repartent avec les recettes. Ouais, c'est génial. Ouais. Enfin, moi, j'ai lu ça sur les débuts. Ouais. Au départ, c'était hyper connecté, c'est-à-dire que c'était le prolongement vraiment de 750 grammes. Donc là, je vais y revenir, hein, même si c'est un peu compliqué là, actuellement, mais on va tenter d'y revenir. Et on va essayer de redonner les recettes, que les gens puissent aller rechercher les recettes en ligne, parce que plein de gens me disent mais comment vous faites, c'est quoi la sauce, mais souvent là, les gens ils me disent j'ai adoré ça, donc j'ouvre mon cahier de recettes et je dis prenez des photos, je donne tout, il y a pas de secret. Ouais, on est loin du début quand Jean-Baptiste a dit passe-moi tes recettes et tu disais non, on les donne pas les recettes. C'est ça. Ouais, en fait j'avais totalement tort et du coup maintenant je donne tout. Ouais. Et effectivement, j'avais un côté un peu rétrograde, un peu vieux cuisinier français, conservateur. Et là, du coup, ça m'a permis d'ouvrir le truc et au contraire, de tout donner. Mais c'est un chemin parallèle à mon chemin d'enseignant aussi. Et quand tu as décidé d'ouvrir ton restaurant, donc là, tu t'es mis en risque. Comment ta femme t'a entouré, ton entourage ont réagi? Ma femme m'a dit, je te fais pleinement confiance. Je fais pleinement confiance. Vas-y, ça me fait plaisir. Elle savait que ça allait être un sacrifice, parce qu'on allait moins se voir, ça allait être compliqué. Mais elle a été extraordinaire parce qu'elle m'a dit, vas-y, je te fais confiance. Vas-y, fais-le.
Ouais. Donc, Parce que pleinement. maintenant, t'as ton rythme, ça correspond, c'est quoi d'une semaine type de chef Damien? Voilà, actuellement, c'est une catastrophe. Donc, actuellement. On devait dire hors coronavirus et post En gros, grève. normalement, quand tout va bien, hors corona et hors grève et tout ça, je fais 4 jours au restaurant avec mes activités aussi, un peu très intenses. Donc je fais, je sais pas, 15-16 heures par jour pendant 4 jours. Et puis après, je reviens au lycée hôtelier le vendredi, À Soissons? à Soissons. Et là, c'est cool. C'est cool parce que c'est une belle journée. C'est une journée de 7-8 heures ou 10 heures de cours, mais il n'y a pas de pression de business, il n'y a rien. Enfin voilà, c'est juste un moment sympa avec les jeunes, les étudiants. Et puis après, le week-end, normalement, je reste à Soissons et j'ai un week-end famille Parce que du coup, ta famille, elle vit où? en Picardie. D'accord, donc Ouais. tu fais les allers-retours tous les jours quand t'es à Paris? Non, j'ai la chance d'avoir un appartement à Paris. Donc tu vis loin de ta famille? Je vis du lundi au vendredi, enfin du lundi au jeudi à Paris, D'accord. et normalement le reste du temps à Soissons. Ok. Et t'as Quand des tout va enfants? bien. Ouais, j'ai 3 enfants. Qu'ont quel âge? Alors ils ont 10, 15 et 18. Et l'aîné, il m'a rejoint parce qu'il fait Sciences Po. Ok, Et donc là, il est à l'appartement et moi. d'accord. Donc ça, c'est cool. Je vois pas beaucoup. Ouais. Mais de temps en temps, on se fait un petit repas ensemble, on va bouffer au resto, c'est cool. Ouais. Ça fait du bien. Et comment ils ont vécu ça, tes enfants, quand t'as dit bon bah papa il passe 4 jours par semaine à Paris? Bon, j'étais un peu habitué en fait. Ouais. Parce que j'étais déjà pas mal sur des événements, sur Paris, etc. Ils m'ont pas toujours beaucoup vu, quoi. Ouais, parce qu'ils sont durs les enfants. Hein. Ouais, c'est un bon reflet souvent. ouais. Je pense qu'ils vont me reprocher des choses un jour. Ouais. Mais ça va. Parce que si tu veux, j'arrive quand même à... Quand il y a des choses importantes, j'arrive un petit peu à décrocher. Par exemple, l'an dernier, mon fils Thomas, le jour de ses 18 ans, il m'appelle et me dit « Papa, tu voulais m'offrir un ordinateur j'ai une meilleure idée, mais tu vas crier. » Je dis « Ah bon, je vais crier ?»« Non. » Alors je dis « Non, je vais pas crier. » J'étais au téléphone. Et il me dit « Si. » Je dis « Non, vas-y, je suis calme, dis-moi. » Il me dit « On va partir tous les deux 15 jours en Iran. » L'idée pour son anniversaire, donc j'ai dit non, c'est une super idée, donc j'ai décroché, on est parti 15 jours en Iran tous les deux. Pourquoi l'Iran? Parce que il fait Sciences Po, il est passionné par le Proche-Orient, le Moyen-Orient, il adore ça. Et puis ça faisait longtemps qu'on, tu sais, on avait vu des films, on avait vu des BD de Marjane Satrapi, tout ça, et c'est un pays qui est quand même fascinant. Ouais. Donc on est parti 15 jours tous les deux, sac à dos. Et du coup, on s'est retrouvés, on a passé des vrais moments, là vraiment, des moments riches. Donc je pense qu'en fait, ce qui est important avec les enfants, je pense, c'est tu peux voir tes enfants tous les soirs, mais si t'es pas dispo au Ah final, bah ça c'est clair. Si t'es là, mais ta tête elle est pas là, et ça sert tu à fais rien rien. avec eux. Donc j'essaye très modestement, et je suis loin d'être un père parfait, quand je suis avec eux, d'être intensément avec eux. Mais c'est pas facile, pas facile. Mais et j'essaie de, quand je suis là, je suis avec eux, mais à 100%. Ouais. Je me vide la tête. C'est pas facile. Non. Et est-ce que dans ta vie, il y a des personnes qui t'ont inspiré, à part donc à la chef Aline, ou des films, ou des livres, ou des podcasts? Plein de trucs. Ouais. Non, mais des milliers de trucs. Ouais, tout m'inspire en fait. Tout. L'art m'inspire. Des fois, je vois des choses artistiques et ça me nourrit. La musique. Les gens aussi m'inspirent, bien sûr, les pays. Rien de tout, je suis boulimique en fait. Et donc y a rien. Enfin, je suis une éponge. Moi, je pense que dès que je vois quelque chose de beau, ça me bouleverse. Quoi. Ouais. C'est hyper beau. Et quand t'étais petit ou ado, t'avais cuisiné? T'avais commencé à cuisiner? Très peu. Pas particulièrement. Non, très peu. Ouais. Non. C'est ça qui J'étais un goinfre en fait. J'étais un ado goinfre. Je rentrais à la piscine, je mangeais une baguette de pain. Enfin, j'étais un goinfre, quoi. Et, non. En fait, c'est vraiment le goût du voyage, le goût de dire, tiens, je quitte mon milieu familial, avec qui je m'entendais, avec un peu crise d'adolescence, mais gentille. Et surtout, j'ai envie de faire, j'ai pas envie de rester sur les bancs d'école, quoi. Ouais. Et donc, l'opportunité de l'hôtellerie, voyage, actif, donc j'ai dit, bah, j'y vais, mais sans aucune passion au départ. Hein. Ouais. Et après, c'est des rencontres. J'ai rencontré, je suis allé en Angleterre une année, et j'ai rencontré un meilleur ouvrier de France, qui était le chef, qui était un horrible personnage. Et je me rappelle même plus son nom. On était dans un étoilé Michelin. Et le mec, il m'a dressé. J'étais un peu un chien fou, etc. Et le mec, il m'a dit, c'est comme ça et c'est pas autrement. Il m'a mis vraiment serré, mais du dressage. On est au niveau du dressage. Aujourd'hui, on dirait que c'est la souffrance
animal. On pourrait être. Donc le mec, il m'a vraiment dressé très très durement. Et du coup, cet homme, il m'a beaucoup apporté parce qu'il m'a cadré, il m'a fait rentrer dans un moule et ce qui était impossible pour moi. Et c'est cette extrême rigueur, cette extrême rigidité, ce côté Aline d'intelligence intellectuelle. Tout a formé l'homme que je suis aujourd'hui, quoi. Ouais. Même si les fondamentaux sont toujours là, je suis toujours hyperactif, je suis toujours comme ça, mais t'as des apports dans la vie, c'est important. Ouais, il y a des rencontres qui changent un homme ou une femme. C'est ça, c'est ça. Ouais, je pense. Si aujourd'hui le petit garçon, le petit Damien de 6 ans te regardait, qu'est-ce que tu penses qu'il dirait? Bon, il serait content, je crois. Ouais. Non, il serait content parce que j'ai raté, mais j'ai aussi réussi des choses. Donc, qu'est-ce que t'as raté selon toi? Là, je suis quand même en train de rater les restaurants. Hein. C'est tellement compliqué que ça, c'est un peu raté. Le reste, j'ai pas raté grand-chose. Mais là, c'est tellement compliqué, tellement dur que là, je suis en train de rater les restaurants. Hein. Ouais, en même temps, ce qu'on disait avant qu'on branche le micro, c'est vrai que la situation est compliquée. Ouais, c'est infernal. C'est infernal. Mais après, non, globalement, je pourrais mourir demain. J'ai bien vécu, quoi. J'ai vécu intensément, quoi. Et par exemple, il y a un truc qui m'a marqué, c'est un jour une interview un podcast de Jacques Brel. Ouais. Et Jacques Brel, il est interviewé par un journaliste qui lui dit, mais Monsieur Brel, vous vivez quand même très très intensément. Vous fumez, vous avez une vie à 100 à l'heure, etc. Et il y a Jacques avec son accent bruxellois qui dit, mon pauvre monsieur, il dit, quand vous mangez un steak au restaurant, qu'est-ce qui est important? C'est qu'il soit très gros et fade ou est-ce qu'il soit tout petit mais avec beaucoup de goût? Alors le journaliste lui dit, mais moi je préfère le goût. Et il dit, moi aussi. Donc je dis, j'aurais bien vécu. Et c'est ce qui s'est passé. Donc en fait, aller loin, c'est pas si important, mais vivre intensément, pleinement, faire des choses, c'est super important. Ouais, la vie est trop courte pour ne pas s'écouter, quoi. C'est ça, je pense. Et en fait, pareil, je suis issu d'une famille un peu catho, quoi. Mes parents sont cathos, tout ça. Moi, pas du tout. Et en fait, les valeurs, mais c'est pas propre au catholicisme, dans toutes les religions, il y a ça, et même des non-religions, il y a ça. C'est de toujours donner aux autres. Et ça, c'est super important. Ouais. Et du coup, hyper important, tout ce que je fais, j'essaie de donner aux autres. Donc, j'essaie de redonner aux autres. Là, j'ai fait un gâteau pour secours catholique. Je fais des fois des ateliers pour les enfants autistes. Je fais des trucs pour le handicap, etc. Et ça, il n'y a pas une fois dans ma vie où j'ai pas donné aux autres et j'ai pas reçu au centuple. Et ça, c'est le don. Enfin, le don gratuit pour faire des choses pour les autres, c'est extraordinaire. Ouais, c'est la plus belle chose du monde. On est d'accord. Ouais. Et en fait, on devrait tous consacrer 5 à 10% de son temps pour les autres. Et ça, c'est le plus beau cadeau que tu puisses avoir de la vie, le plus gros retour. Tu donnes, mais en fait, tu donnes pas grand-chose, mais tu reçois tellement. Ouais. C'est fabuleux. C'est ce que je te disais. Donc, on est lundi matin. Ouais. Et samedi soir, je dînais avec des amis. Ouais. Et en fait, quand j'ai lancé le podcast, je l'ai fait clairement pour moi parce que ça me faisait du bien de voir qu'il y a des gens qui arrivaient à être heureux de leur passion et qui avaient écouté leur petite voix. Et je l'ai fait aussi pour mes amis parce que je voyais bien que j'avais des amis qui n'allaient pas très bien. Ouais. Et que je me suis dit, parce que moi, j'étais dans ce cas-là, c'est que le conseil pur, quand tu vois un ami, tu lui dis arrête-toi, tu vas pas bien. Souvent quand tu fais un burn-out, mais les gens font pas tous un burn-out, ils l'entendent pas. Mais c'est parce que c'est le processus, c'est comme ça. Et en fait, pour moi, il n'y a pas mieux que d'écouter des témoignages de personnes qui ont réussi. Et c'est pour ça que j'ai lancé Pourquoi pas moi. Ouais. Et notamment, donc, cet ami qui faisait partie des gens qui n'allaient pas bien quand j'ai lancé le podcast, qui m'a dit écoute, en écoutant tes podcasts, ça m'a donné du courage. Et donc là, en fait, j'ai dit à mon boss que je voulais me reconvertir. Et donc là, je suis en train de préparer ma sortie pour pouvoir. Et là, je me suis dit, oui, mais en fait, c'est la deuxième personne de mon entourage qui me le dit. Et je me dis, mais. Ça sert ah, mais ouais, tu dis, mais c'est génial. Enfin, ça me remplit de bonheur. Enfin, aujourd'hui, je gagne aucun argent avec le podcast. Ouais. De toute façon, j'ai rien fait pour pouvoir gagner de l'argent. Mais là, c'est génial. Puis, qu'est-ce que c'est que réussir au final? C'est compliqué, hein. C'est ça. C'est un tout qui fait que globalement, t'as une vie sympa et à peu près heureuse, quoi. Mais après, dans tout parcours de vie, t'as des accidents, t'as des échecs, etc. Moi, l'échec là sur les restaurants que je suis en train de vivre
même si je suis pas, je suis à moitié coupable parce qu'il y a une conjoncture économique qui est très très compliquée et sanitaire. Ça va être hyper formateur. Ouais. Même si je chute, ça va être ce que j'ai appris en 4 ans depuis que j'ai ouvert des restaurants, c'est extraordinaire. La rencontre humaine, c'est fabuleux, quoi. Ouais. Donc j'ai beaucoup appris, même des fois quand t'es au fond du trou, quand t'es en bas, etc. En fait, ce qui est un truc incroyable, c'est que tous les jours, je me dis, je vais avoir une journée de merde. Le matin, je dis, ça va être une journée très, 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 très dure. Et tous les jours, t'as des rayons de soleil. T'as des petits rayons de soleil qui font un arc-en-ciel. Ouais, un arc-en-ciel, mais chaque fois. En fait, c'est jamais aussi dur que tu vas le croire. Ouais. Et tu te dis, bon, ok, ça a été dur, ça a été dur, mais en fait, j'ai eu tel moment de riche. Et ça c'est super, quoi. Bah, c'est souvent quand on se dit, quand on est vraiment au fond, qu'on on se dit de toute façon j'ai touché le fond, donc je ne peux que me relever. Rebondir, et c'est là où tu apprends vraiment de toi, des autres. Et... Ouais. Et en fait, parfois il faut accepter de tomber pour pouvoir après se dire, bon, ok, je suis là, et maintenant je vais me reconstruire et redémarrer, quoi. Ouais, et se le transformer en une force et après, c'est pareil, la force positive. Moi, j'ai toujours vécu dans les cuisines où ça a jasé, ça parlait du mal, et puis à un moment, je sais pas, vers 30 ans, j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, je refuse de dire du mal des gens. Je refuse de parler des gens qui m'intéressent pas. Et je n'ai décidé, à partir de l'âge de 30 ans, donc ça fait 20 ans, je ne parle que des gens que j'aime et que des gens positifs. Par exemple, les restaurants à côté, je parle que des bons restaurants, je parle pas des mauvais restaurants. Ça m'évite d'être négatif, etc. Et du coup, quand tu prends des chemins comme ça, franchement, c'est plus cool, quoi. Ouais. C'est vraiment bien. Qu'est-ce qui a fait que tu as commencé à raisonner comme ça? Je sais pas, à un moment, t'as la lassitude, t'es constamment dans les cuisines où les gens ils rabâchent des choses, gna. Puis à un moment, tu te dis, bon, au final, on va faire ça tous les jours du reste de ma vie. Bah non, donc moi je vais parler que des gens que j'aime. Et donc je t'élimine. Alors ça peut être parfois un peu violent parce que il y a des gens que j'ai sortis de ma vie, quoi. Je dis à un moment, ça marchera jamais, on n'arrivera jamais à s'entendre. Je vais pas les poursuivre en haine, leur dire du mal. Je dis non, ça marche pas, donc toc. Donc je les sors de ma vie. Je les sors vraiment de ma vie, mais sans haine, sans rien. Et par contre, je préfère me concentrer sur les gens que j'aime et avec les gens, on a des rapports riches et sincères. Ouais. Qui dit choix dit renoncement, qu'est-ce que ça t'évoque? Alors là, je suis très mauvais sur ça. Je suis le mec le plus catastrophique. C'est très compliqué pour moi de choisir, puisque comme je suis un peu hyperactif, donc j'ai du mal à choisir et j'ai surtout du mal à renoncer. Donc ça, je suis une catastrophe. Ouais. Ça, il faut que je travaille sur ça. Ouais. Ça, c'est une catastrophe. Les plus grandes difficultés que t'as pu gérer dans ta vie, comment tu les gères? Je sais pas. Alors là, franchement, je pense que j'ai beaucoup de force. J'ai beaucoup de force parce que ce que j'ai vécu, là, ce que je suis en train de vivre, là, c'est très dur. Mais je sais, franchement. T'as une force intérieure qui t'anime. Ouais, j'ai une passion. En fait, quand t'as la passion, tu peux survivre à beaucoup de choses. C'est-à-dire, au fond, ok, là, c'est la galère. Ok, c'est très compliqué, etc. Mais j'ai tellement de passion et tellement d'amour de recevoir des gens à midi, etc. Je suis tellement content d'avoir des clients, parce qu'au final, j'en ai quand même encore pas mal, malgré la perte, que ça me porte, ça. Et du coup, je pense qu'il y a rien de pire que de pas avoir de passion dans la vie, de pas avoir de curiosité. Mais tant que tu restes curieux et passionné, c'est génial, quoi. Ouais. Même au fond, tu te dis, bah, waouh, j'ai un beau métier. Hier, on a fait 106 ou 107 couverts. On a fait des clients qui étaient heureux, qui nous ont remerciés. On a passé un bon moment. Hier, j'avais un vieux monsieur d'origine algérienne qui a quitté l'Algérie en 61. Il était accompagné par sa fille. Et il venait au chevet de son frère qui est en train de mourir. Et le monsieur, il avait beaucoup de peine. Enfin, c'était très triste. Et la fille, elle est venue me voir. Elle me dit, je suis avec mon papa. Elle m'a raconté l'histoire. Mais je dis, mais venez, on va passer un bon moment. Du coup, on l'a câliné, juste de la gentillesse, quoi. Comment ça va? Vous allez bien? Allez, ça va bien se passer. La table à côté a engagé la conversation. Et ce monsieur qui est au fond du trou parce qu'il est en train de perdre son frère, qui est très triste, qui est vraiment en phase terminale, il a passé une bonne soirée et il m'a remercié, il m'a dit voilà, j'ai passé un bon moment. Et donc ça, c'est juste fabuleux, quoi. Ouais, ça n'a pas de prix. Ouais, ça n'a pas de prix. Ouais. Ça, c'était hyper touchant hier, tu vois. Et tout ça, c'est notre métier, c'est ça. C'est aussi, on a un vieux monsieur du quartier qui vient tous les jours, tous les midis.
Chaque fois, il me dit à demain si je suis encore vivant. Et mais on a un rôle. Ce monsieur, je suis allé le voir la dernière fois. Je lui ai dit si vous avez besoin qu'on vous fasse les courses, si vous avez besoin qu'on vous fasse un truc, moi je vous fais les courses. Bah, hier, il y a un mois, il y a une mamie d'au-dessus là, qui est une amie, qui est devenue une amie. Elle me dit Damien, est-ce que tu peux me prêter un escabeau parce que j'ai de la poussière sur mon meuble. Mais je dis non, je vais pas te prêter l'escabeau, je vais monter avec l'escabeau, je vais te faire la poussière parce que elle avait des risques de tomber. Ouais. Quoi. Et en fait, c'est juste un petit peu d'écoute vers les autres qui fait que au final, même dans la galère, quand tu vas, t'oublies pas d'aimer les gens, de les regarder comme pour ceux qui sont. Mais au final, même au niveau même dans la nuit, tu as quand même encore un petit peu de clarté. Ouais. Ça c'est important. Ça pour moi c'est super important. De quoi t'es le plus fier aujourd'hui? Oula. Je suis le plus fier. Ça c'est dur. Mes enfants, je suis très fier. Mes enfants, ma famille, je suis plutôt fier, même si c'est pas parfait. Et puis je suis fier aussi de tout ce que j'ai pu faire autour de ma passion, même si c'est un peu égoïste. Mais je suis assez fier d'avoir. Mais finalement, l'égoïsme, c'est pour pouvoir être bien, pour que sa famille soit bien, c'est important d'être. Ouais, mais moi j'ai quand même donné beaucoup. Dans l'égoïsme, j'ai quand même sacrifié beaucoup de choses au niveau familial, au niveau du temps, etc. Mais ouais, je suis quand même fier. Si je raconte posément tout ce que j'ai pu faire en 30 ans de cuisine, les pays où je suis allé, les gens que j'ai rencontrés. Par exemple, j'ai fait un repas officiel du Festival de Cannes pour Robert De Niro. Enfin, j'ai fait des trucs assez incroyables. C'est vrai que je me dis, ouais, ça, c'est cool, quoi. Ouais. Mais c'est parfois un peu égoïste quand même. Ouais. Mais les passions sont un peu égoïstes. Ouais. Mais ouais, on a peut-être pas. Enfin, on en parlait avec Thomas Samut, qui est un coach mental pour grands sportifs, et maintenant il fait pas que les grands sportifs. Ouais. Et il dit qu'il a un parcours qui est pas proche du tien, mais il est comme toi. C'était un cancre. Il s'est pas retrouvé dans le modèle éducatif français. Ouais. Et d'ailleurs, il a pas eu son bac. Il l'a passé au rattrapage à 20 ans. Ouais. Et à un point, ils lui ont pas donné au rattrapage le point qui faisait qu'il allait avoir son bac. Ouais. Et aujourd'hui, c'est un homme. Ils ont dû lui donner. Ouais, c'est pas très. C'est nul. Ouais, c'est pas très chouette. Ouais. Et en fait, bon, aujourd'hui, c'est un homme épanoui qui a permis à des très 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 grands sportifs d'atteindre les podiums en fait et les championnats du monde et d'être champion. Et il disait clairement que il y a une différence entre l'égoïsme mal placé et l'égoïsme pour être bien et ensuite pouvoir s'épanouir. C'est ça. Je pense qu'il faut qu'on se réalise. Mais après. Oui, mais jusqu'à quel point, quoi. Moi, je suis allé un peu loin, je pense. D'accord. Ouais, je suis allé un peu loin. Si on demande à ta femme si t'es allé un peu loin, ça te dira, elle va me dire, t'as poussé un peu le bouchon trop loin, Maurice. Elle me dit, parfois, t'as merdé, quoi. Ouais. Non, je suis un peu égoïste. Ouais, sérieusement. C'est pas bien. Bon. Mais le principal, c'est la moitié de la, ça, la moitié du problème. Ouais, mais je le sais, mais je suis pas fier. J'ai trop poussé ma passion et autant on parle de dons, mais là j'ai pas toujours donné dans le bon sens. Donc ça, c'est pas terrible. Tu te rattrapes maintenant. Enfin, on va pas dire ça. Là, je suis tellement dans une galère que je peux pas me rattraper encore, mais je vais me rattraper un jour. Quand, en dehors de la galère actuelle que tu es en train de vivre, notamment avec le succès de 750 grammes, si tu croisais des gens qui te disaient que tout est lié à de la chance, comment zéro chance. Zéro, j'y crois pas une seconde. Ça c'est sûr que non. Ce n'est que du travail, que du travail. Et je ne crois qu'au travail. En fait, tu peux dire qu'on a 750 grammes, on a réussi, qu'on a eu de la chance. Alors oui, effectivement, on a eu de la chance, on est parti au bon moment. Donc 5-6 ans après, c'était trop tard. Donc ça, c'est vrai. Ok. Mais maintenant, il faut jamais oublier les nuits blanches qu'a passé mon frère à faire du référencement. Il faut jamais oublier les 6 années qu'on a passé à travailler gratuitement tous les week-ends. Il faut jamais oublier tout ce qu'on a travaillé, quoi. Donc je pense qu'il y a que le travail. Et puis quand tu es dans des positions de travail, de gros travail, forcément tu as des opportunités, tu as plus d'opportunités. Moi j'ai toujours travaillé dans les cuisines 2 fois plus que tout le monde. Parce que j'allais, quand j'étais en congé, faire voir en pâtisserie pour apprendre la pâtisserie, etc., etc. Et comme par hasard, on m'a proposé des postes plus vite que les autres. Et les gens me disaient, ouais, t'as de la chance. Je dis, non, j'ai pas de la chance. Et je me crée des opportunités pour. Donc c'est pas de la chance, on provoque la chance, mais c'est par le travail. On est d'accord. Ouais. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne et que tu aimerais donner aujourd'hui? Alors je suis pas du tout donneur de leçons. Je supporte pas les donneurs de leçons.
Travaille. Travaille et fais-toi plaisir, quoi. Travaille et prends du plaisir à travailler et tu vas voir, la vie peut être très très belle. Parce que je pense quand même qu'on passe un tiers de notre temps à dormir sur Terre, un tiers de notre temps au travail et un tiers un peu en famille. Donc je pense que le sommeil, globalement, tu peux l'avoir, à part si t'es insomnie. Et je pense que les deux, là, s'il y a un qui merde, c'est compliqué, quoi. Ouais. Donc le travail, tu dois t'épanouir au travail absolument pour être bien dans ta famille et le contraire aussi. D'ailleurs, s'il y en a un des deux qui merde, tu dors pas. Donc, Non, c'est ça. Mais je pense que la facteur travail et la facteur famille sont très interdépendants, en fait. Bien sûr. Ah bah Ouais. oui, si t'es pas bien, enfin moi je vois, j'étais pas bien dans ma vie, dans mon travail. Ouais. Clairement, à la maison, j'avais aucune patience avec C'est les ça. enfants. Enfin, C'est ça. clairement, tu te perds de toute façon. Ouais. Donc si tu te perds, Ouais, je pense que voilà, on est très interdépendants. On est fait pour travailler. Et c'est pas une maladie, le travail. Hein. Vous savez, dans le salaire, tout ça, il y a le côté souffrance, etc. Mais non, le travail, c'est beau. Alors attention, hein, c'est beau. Il y a des gens qui souffrent au travail, on est d'accord. Oui. Ouais. Après, la question c'est, est-ce que finalement, quand t'as vraiment trouvé ta voie, est-ce que t'as vraiment l'impression de travailler? Non, pas du tout. Moi, j'ai jamais l'impression de travailler. Je suis trop bien. Je suis trop bien. Ouais, t'es dans ton élément. Ouais. C'est quoi tes prochains défis? Oula. Il y en a beaucoup. Ouais, j'ai plein d'idées, mais mon prochain défi, c'est déjà garder un restaurant debout. Ouais. Garder mon restaurant debout, parce que ça va être très très compliqué aussi. Ce qui s'annonce, ça va être très chaud. Déjà, et en fait, tu vois, là on a subi une crise mais exceptionnelle. En fait, ça t'apprend la modestie, ça t'apprend. J'ai peut-être été un peu orgueilleux en me disant, vas-y, fais-en plein, ouvre plein de restaurants, t'es plus intelligent que les autres. Mais non, pas du tout. T'es juste un être humain. T'es au même niveau que les autres, même si t'as plus travaillé, même si t'as un petit peu de talent entre guillemets. Et du coup, mon prochain défi, c'est être beaucoup plus modeste, me remettre. Enfin, je suis toujours été au boulot, mais me reconcentrer. En fait, ça m'apprend, moi qui suis éparpillé, à me recentrer. Donc mon prochain défi, c'est recentre-toi sur ça, sur cette belle affaire que j'ai ici, qui est magique, parce qu'il y a des gens incroyables, il y a un vrai quartier, et puis l'affaire, elle est belle. Et puis après, sois plus modeste et va développer des petits projets tranquilles qui vont petit à petit se mettre en place. Mais j'ai des milliers d'idées, c'est sûr. J'en ai jusqu'à la fin de ma vie. C'est bien. Ouais, ça c'est génial. C'est chouette. Avant qu'on se quitte, à qui as-tu envie de dire merci et pourquoi? Mais moi, j'ai envie de dire merci à mes parents parce que ils n'ont pas été parfaits, mais ils m'ont donné des valeurs de travail, de courage, de partage, parce que la table était ouverte à une grande famille. On avait toujours une place le dimanche pour les autres. Et puis, quand j'ai fait un gâteau pour le Secours catholique, qui s'appelle le Fraternel, mon père, il a appris que j'avais fait un gâteau pour le Secours catholique. Alors, à Noël, je lui ai dit, papa, t'es fier que j'ai... Il me dit non. Et je lui dis, alors j'éclate de rire parce que j'ai pas de rancœur avec mes parents. Et je lui dis pourquoi? Et il me dit parce que c'est normal. Et ça, je pense que c'est le plus beau cadeau qu'ils m'ont fait, c'est-à-dire de dire, attends, n'oublie pas de donner aux autres. Et puis aussi cette curiosité. J'ai une maman qui est prof d'art plastique, et donc elle nous a toujours éveillés sur la curiosité, et en fait, quand tu donnes à tes enfants de la curiosité et du courage et le sens du travail, et puis aussi le sens de la fraternité, de dire t'es pas seul au monde, ça va quoi. Ouais, t'as des bases solides. Surtout avec la bande de 5 frères. Ouais. Oh, il y a des égoïstes dans la famille. Ouais. C'est pas parce que t'es une famille nombreuse qu'il n'y a pas des égoïstes, bizarrement. Parce que des fois t'es fils unique et tu peux être moins égoïste et plus tourné vers les autres. Ouais. C'est intéressant. Ouais, voilà. Donc c'est vraiment merci à mes parents parce qu'ils m'ont, avec plein d'imperfections, ils m'ont apporté des valeurs qui me paraissent bien, quoi. Et ils m'aident encore. Ouais. Voilà, ils sont vieux, mais ils m'aident encore. Merci beaucoup, Damien. Merci, c'était un super moment. Ouais, merci. Merci à toi. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Si ce n'est pas déjà fait, comme je vous le disais en introduction, j'ai besoin de vous. Alors parlez autour de vous du podcast, ça m'aidera énormément à faire en sorte que le plus grand nombre écoute sa petite voix. Je vous souhaite une belle semaine, malgré les événements, et je vous dis à jeudi prochain.